Bonjour, bienvenue à tous. Rendez-vous pour une nouvelle découverte de la géopolitique. Vous le savez, pour moi, la géopolitique est une compétence indispensable et j'aime bien montrer un petit peu ces différents aspects, ces différentes facettes, les acteurs de cette géopolitique. Et puis, c'est également une interview à destination des lycéens, des élèves en classe prépa, des étudiants, peut-être le moyen d'avoir quelques informations qui leur permettront de grappiller quelques points supplémentaires pour des concours, peut-être celui de GEM, là également pour égayer ou appuyer leur démonstration. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Kevin Vessière. Alors, vous êtes le créateur d'un site internet et d'un compte Twitter. D'ailleurs, c'est là où nous avons fait connaissance, qui est FC Geopolitics. J'allais dire comment un compte Twitter qui fonctionne bien. Je viens juste de regarder les derniers chiffres. 27 800 abonnés, donc ce qui me rend jaloux, bien évidemment. Et puis, sur votre site, vous mentionnez 80 sujets de géopo footballistique. Donc, preuve que ce mariage de la géopolitique et du football, interpelle. Première question, comment vous est venue l'idée de créer un site et de travailler sur cette thématique? Pour moi, la géopolitique, le football, l'histoire, ça a toujours été des grands centres d'intérêt pour moi. Et il est vrai que j'avais déjà fait pas mal de blogs de football par le passé, et c'était plus lié aux résultats, même s'il y avait quelques histoires autour des pays et des sélections nationales. Et c'est vrai que l'idée m'est venue après avoir lu un article de France Football sur la chute du mur de Berlin et aussi l'impact que le football avait pu avoir dans cet événement historique. Et là, c'est vrai que je me suis dit, effectivement, il y a quelques articles dans la presse française qui parlent de ces sujets liant politique et football, mais je le retrouvais plus anglo-saxonne. Et du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas faire un article sur ces sujets-là. À la base, c'était vraiment plus pour hobby intellectuel à côté. Et ensuite, ces articles que j'ai commencé à faire, j'ai commencé à les traduire en thread, donc j'appelle ça un peu des bandes dessinées qu'on déroule sur Twitter, avec à chaque fois une idée et une illustration pour expliquer la situation géopolitique et quel impact le football a pu avoir. Et donc, c'est en les mettant sous ces formats-là qu'il y a eu du succès autour du compte Twitter. Et donc, après, j'ai poursuivi sur ma lancée. Oui, comme vous l'avez rappelé, là, on est presque à 28 000 abonnés. Donc, preuve qu'on peut parler de ballon rond au-delà de seulement du prisme du résultat ou des petites polémiques. On peut élever le débat et se rendre compte que le sport le plus populaire au monde est un véritable acteur de notre société et qui peut dépasser le simple cadre de terrain de football. Il y a des équivalents à l'étranger, d'autres comptes Twitter ou d'autres sites qui traitent de cette double problématique? Moi, après, c'est vrai que j'en trouve beaucoup de ces thématiques-là dans les articles du Guardian. C'est le Guardian qui est vraiment su... qui propose souvent des sujets un peu sur ces thématiques-là. Après, sur des comptes un peu plus spécifiques, c'est vrai qu'il y a This Football Times qui met en avant ces histoires-là, mais c'est plus axé en général sur des histoires, sur des sélections moins connues. Mais pour tout ce qui est côté vraiment plus historique et ces sujets-là, oui, moi, c'est le Guardian Sport, c'est vraiment l'une des sources importantes de la presse anglo-saxonne. Le foot est le seul sport qui ait une telle dimension géopolitique, ou alors est-ce qu'il y a d'autres disciplines pour lesquelles on a également cette importance? Voilà, c'est vrai qu'on va avoir les Jeux Olympiques qui vont se dérouler, donc les Jeux Olympiques ont aussi cette dimension géopolitique. Après, un autre sport, moi, que je traite, parce que du coup, avec l'approche de Tokyo, je commence un peu à devenir un club omnisport, pas seulement un club de football, quoi. C'est vrai qu'il y a la thématique du cyclisme qui s'y prête bien, surtout avec des nouveaux acteurs qui s'y intègrent, comme Israël ou Bahreïn ou les Émirats arabes unis, et qui utilisent du coup les équipes cyclistes pour mettre en avant leur drapeau, leur territoire, et ainsi se servir
du sport pour promouvoir le territoire. Après, moi, je voyais ça aussi, là, en ce moment, il y a aussi avec le rugby. Donc, on a pu le voir avec aussi la Coupe du Monde de 2019 qui avait lieu au Japon. C'était aussi un bon moyen pour le Japon de se montrer sur la scène sportive internationale. Et après, il peut y avoir effectivement d'autres sports qui peuvent être impactés par ces questions géopolitiques. Mais c'est vrai que le football, vu que c'est le sport le plus populaire et que la FIFA, il y a plus de fédérations membres que d'États membres à l'ONU. C'est vraiment la FIFA, c'est vraiment le football qui peut toucher tous les pays et tous les continents à l'heure actuelle sur ces questions de géopolitique. Et est-ce que cette dimension géopolitique a changé le regard que vous aviez sur le foot? Est-ce que ça vous a fait plus aimer ou au contraire prendre plus de recul? Moi, déjà, depuis quelques années, par rapport au football, je suis peut-être plus les résultats quand j'étais plus jeune, mais depuis, je sais pas, 5 ans, moi, je suis vraiment le football, pas forcément sous le prisme des résultats. Donc, moi, j'avais toujours, je savais que le football dépassait le simple cadre du ballon rond, et j'avais envie que moi, cet œil que j'avais sur le fait que le football pouvait, il n'y avait pas qu'une histoire de sport autour de cela. J'avais cette idée de transmettre un peu, cette idée d'être un peu un spectateur averti et pas seulement un suiveur de match avec, je sais pas, sa bière et sa part de pizza. Non, il faut être, je pense, un spectateur averti, même même quand on suit le sport, et pour comprendre pourquoi il y a telle situation, pourquoi tel match ne peut pas jouer, pourquoi il y a des tensions qui peuvent avoir lieu entre, le cas actuellement, c'est l'Espagne et le Kosovo, parce que l'Espagne ne voulait pas que le Kosovo joue sur ses terres avec l'hymne et le drapeau. Et c'est vrai que si on s'intéresse un peu à la question des relations entre les pays, on comprend mieux pourquoi il y a eu ce type de réaction-là. Donc, oui, c'est vrai que maintenant que je traite ces sujets-là, que je traite que le football par ces sujets-là, je m'intéresse encore moins aux résultats. Mais après, moi, le football, il n'y a pas forcément que les résultats qui m'intéressent. Donc oui, c'est vrai que je vois vraiment à chaque fois cette situation footballistique par un autre prisme que le simple fait sportif. D'accord. Et si on en vient donc à la fois à votre site et votre compte, vous avez un objectif de publication d'un trade par jour, par semaine. Comment vous organisez? Est-ce que c'est pour vous également une activité principale ou en complément d'autres activités? J'aimerais bien que ce soit une activité principale, mais c'est un peu long à se mettre en place. Oui, j'essaye de faire au moins un thread ou un sujet par semaine, sachant que depuis quelques mois, j'écris il y a Ouest France qui m'a proposé de faire une chronique toutes les 2 semaines sur leur site. Donc, ça me permet d'avoir, entre guillemets, une autre plateforme où diffuser mes sujets, même si c'est les audiences. Et après, j'ai un peu fait le tour de la question des threads, et après le thread aussi, le problème avec l'utilisation du contenu pour pouvoir en vivre. Et Twitter permet moins ce type de choses. Donc, c'est pour ça que je réfléchis à pourquoi pas mettre et donc avoir donc moi face à la caméra, ensuite après mettre des illustrations, parce que c'est ça qui, je pense, a bien marché avec le FC Géopolitique. Et puis pour moi, parler de géopolitique sans parler de cartes, ça n'a pas de sens. Donc ça pourrait être le prochain levier. Et donc voilà. Après, en sachant aussi que là, je suis en cours de rédaction aussi d'un livre qui répertorie ces sujets-là. Donc, ça peut donner effectivement d'autres opportunités pour que le FC Géopolitique grandisse, mais pour l'instant, ce n'est pas mon activité principale, même si à l'avenir, j'aimerais bien que ce soit le cas. Mais bon, avec l'Euro et les Jeux Olympiques, je ne me fais pas de soucis sur le fait qu'il y aura d'autres sollicitations par la suite. Parmi tous les 13 que vous avez publiés, est-ce qu'il y en a un qui vous a marqué plus particulièrement? C'est vrai que parfois, le premier thread qui a vraiment intéressé, c'était celui autour du Brexit, et je pensais pas que ça intéresserait autant de personnes. Après, moi, ce que j'aime bien faire en règle générale, et c'est pas ceux qu'on les plus autour des petites sélections, ou des sélections qu'on ne connaît pas forcément par rapport au pays. Et c'est vrai que moi, j'ai été amené à travers mes threads ensuite à échanger avec directement les acteurs plutôt que forcément aller sur des sites. Et moi, j'avais échangé avec le sélectionneur des îles Chagos.
Et donc les îles Chagos, c'est une équipe qui est parvenue à la FIFA, mais qui concourt à la CONIFA, qui est l'autre fédération qui regroupe toutes les fédérations qui sont pas reconnues comme ça. Et les îles Chagos, c'est des îles de l'océan Indien. Dont la plus célèbre, c'est l'île de Diego Garcia, et toute la population a été expulsée de ces îles par le Royaume-Uni pour pouvoir en faire une base militaire. Et maintenant, l'équipe évolue, enfin la plupart des ressortissants de Chagos sont du Royaume-Uni, et ils utilisent pour alerter, pour expliquer la situation et pour revendiquer leur droit à revenir sur leur terre. Et ça va même jusque donc il y a leur équipe de football, même au niveau de leur maillot, il y a la carte, ils ont mis en gros une carte de représentation des îles pour expliquer leur histoire, d'où est-ce qu'ils venaient. Et je trouve que ça, c'est des belles histoires qui sont à mettre en avant quand vraiment le football, une équipe de football peut permettre de réexpliquer une situation par rapport à un peuple. Donc il y a aussi la question avec l'île de Pâques, où j'avais vu qu'il y avait une équipe de football. Avant de commencer la géopolitique, je ne savais pas qu'il y avait une équipe de football au niveau de l'île de Pâques, et que effectivement le football, ça a été un moyen aussi d'alerter sur la situation des Rapa Nui, qui a été une minorité opprimée au Chili et qui recommence peu à peu à récupérer ses droits et son patrimoine. Donc c'est vrai que toutes ces questions-là m'intéressent plus, mais c'est pas forcément les sujets qui intéressent le plus. Les sujets qui intéressent le plus, effectivement, ça peut être le Brexit, et puis c'est ces grands sujets autour des investissements venus du Moyen-Orient en France, avec la question du rachat de l'OM ou non. Après, tous ces sujets-là, même s'il est tentant de répondre un peu aux sirènes de l'audience, moi, j'essaie à chaque fois de prendre un peu du recul et de poser les choses pour avoir un point de vue controversé. C'est vrai que pour le cas de l'OM, on peut se poser la question, effectivement, est-ce que l'Arabie Saoudite est intéressée par le rachat de l'OM? En soi, oui, mais après, voilà, c'est comme tout, on peut pas... Moi, je m'appuie à chaque fois sur des faits, sur des articles. Je ne vais pas m'appuyer sur rien du tout. Et tant pis si ça fait moins d'audience. Moi, l'intérêt, c'est vraiment d'avoir un point de vue le plus objectif possible sur chaque situation. Et concernant l'OM, est-ce que ce n'est pas un moyen indirect pour les Saoudiens d'attaquer en frontal le Qatar? Oui, ça pourrait être le moyen, effectivement, ça pourrait être une bonne idée pour l'Arabie Saoudite de jouer sur le même terrain que le Qatar et qu'il y ait cette rivalité à la fois politique et également sur le terrain sportif. Mais pour l'instant, c'est vrai que le vise beaucoup plus haut, parce que pour eux, le Qatar, bon, certes, c'est le PSG, mais c'est surtout le sport qui a vraiment un ordre mondial médiatique, et puis aussi, bon, et que les Émirats arabes unis sont moins associés au club de Manchester City. Pour eux, c'est aussi Manchester City et City Football Group, qui est Mansour, qui est un membre royal de la famille d'Abu Dhabi. Et pour eux, c'est vraiment rentrer comment dire, dans le monde du football par la grande porte. Et de toute façon, après, c'est ce qui ressemble à la manière de faire diplomatique de Mohamed Ben Salman, même si ça a tendance à changer. L'Arabie Saoudite, depuis qu'il est un peu aux manettes du pays, c'est vraiment une stratégie offensive. Et c'est vrai que l'Olympique de Marseille, c'est un club avec une riche histoire, mais actuellement, sur la scène européenne, c'est pas un club qui peut directement viser la Ligue des Champions d'ici 5 ans, malgré de nombreux investissements. Donc ils recherchent plus un club de première ligue. Il y a eu la possibilité avec Newcastle. Ils avaient cherché aussi à racheter Manchester United. Ça ne l'a pas fait à cause des questions autour de la violation des droits de l'homme. Après, effectivement, ils pourront peut-être baisser leurs ambitions et racheter l'Olympique de Marseille. Et ça pourrait poser la question intéressante de cette rivalité sur terrain sportif entre le PSG Qatar et l'Olympique de Marseille et l'Arabie Saoudite. Mais pour l'instant, quand on parle du rachat de l'OM, il y a beaucoup de bruit, mais il n'y a pas de faits concrets. Donc il faut attendre. Pour certains également de se faire de la pub. Oui, c'était le cas de Mohamed Ajroudi cet été. Moi, c'est vrai que oui, je regardais cette situation un peu de loin. C'est vrai que c'était parce qu'il y avait Ajroudi avec des fonds venus du Moyen-Orient, donc tout de suite ça cristallise beaucoup de passion. Et M. Bdjelal, qui était comme quelqu'un de sérieux dans le monde du domaine sportif. Donc le projet semblait être crédible, mais après c'est vrai qu'au fil des déclarations, on sentait que finalement c'était qu'il n'y avait pas grand-chose derrière, quoi. Et donc après, comme d'habitude, c'est les supporters qui sont des passionnés à l'Olympique de Marseille. Ils ont eu beaucoup d'espoir et finalement c'est tombé un peu en
en désuétude par la suite. Mais ouais, c'est vrai que ça permet de faire de la pub à certains. Après, ouais, Ajroudi, ça lui a permis vraiment de mettre son tracker sur lui. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Peut-être qu'il avait la possibilité de racheter le club, mais pas avec les ambitions qu'il prétendait dans la presse. Donc, on peut encore attendre effectivement pour le rachat de l'OM, surtout que McCourt a dit que pour l'instant, il ne vendait pas le club et qu'il a restructuré le club récemment. Donc, là, pour moi, le club n'est pas en situation d'être vendeur. Donc, mais si le propriétaire n'est pas vendeur, il n'y aura pas de deal, quoi. Est-ce que vous ne pensez pas, alors, comment vous avez parlé de Manchester City et de l'investissement de Arabie, de la constitution d'alliances et partenariats entre clubs, il y en a un autre qui vient qui est en train de se passer avec le rachat par un saoudien de l'Aberration de Châteauroux. Est-ce que vous ne croyez pas que ces alliances risquent de pénaliser en fait l'esprit du foot, parce que il y aura, à un moment donné, ces clubs vont se retrouver en face où on sera sur des clubs fermés ou des alliances fermées par rapport à des compétitions officielles? Oui, le problème, c'est qu'il y a. En fait, dans ce rachat de club, il y a du bon et du moins bon, surtout avec ces questions de réseau de clubs. Enfin, l'exemple le plus parlant, c'était le cas de Red Bull, parce qu'il y a eu les clubs de Leipzig et de Salzbourg qui appartiennent tous les deux à Red Bull. Et là, Red Bull avait trouvé une parade pour dire, en gros, ils étaient propriétaires du club de Leipzig, mais pas du club de Salzbourg. Donc, ils avaient réussi à jouer les uns contre les autres. Mais c'est vrai qu'après, au niveau de l'enjeu sportif, on pouvait se dire qu'effectivement, pouvait y avoir... ça pouvait tuer l'enjeu sportif autour du match. Et c'est vrai que toutes ces questions de réseau de club, ça peut poser ces questions-là. Après, l'autre souci, c'est que, surtout pour les clubs de Ligue 2, donc dans le cas de Châteauroux qui a été racheté, c'est que, surtout en France, les clubs, au niveau de leur économie, dépendent beaucoup des droits TV. Et avec la ferme Mediapro, ça a beaucoup fragilisé les clubs qui n'avaient pas forcément des grosses ressources financières ou qui n'avaient pas forcément, un nœud d'affaires derrière pour réinjecter des fonds. Et c'est vrai qu'avoir un investisseur étranger solide, parce que ce n'est pas forcément le cas de tous les investisseurs qui viennent dans le domaine du foot, parfois c'est juste pour avoir un club et pour se dire tiens, j'ai un club de football, et qui après le lâche au bout de quelques années. Mais là, pour le cas de Châteauroux, l'investisseur avait déjà le club de Sheffield et il est dans ce club depuis 2013 et il a permis au club d'être en première ligue. Donc avec Châteauroux, il n'y a pas trop de problèmes à avoir, mais c'est vrai qu'on pense à d'autres cas comme le rachat de Bordeaux par King Street. Là, on voit que les investisseurs, ils sont venus à Bordeaux, ils ont voulu racheter le club, ils avaient des grandes idées derrière autour du nom Bordeaux pour en faire vraiment une marque football associée aussi à la marque gastronomique de la ville. Mais ils ont vu que ça n'a pas marché et que le football, ça prenait plus de temps. Ça ne suffisait pas de mettre en place des millions et de faire n'importe quoi avec pour qu'il y ait un grand club. Et là, après, on voit qu'ils se retirent. Donc, c'est vrai que ça pose ces questions-là. Mais effectivement, je pense qu'on sera plus amené à voir ce genre de réseau de clubs parce que le modèle économique du football fait que de nombreux clubs intermédiaires qui sont loin des top clubs européens qui, du coup, sont dans une autre sphère parce qu'ils veulent faire carrément une Super Ligue européenne entre les clubs intermédiaires, ils vont être amenés, je pense, pour la plupart, à devenir effectivement des clubs dans ces tels clubs. Par contre, il se pose aussi la question de savoir si ces clubs vont pas perdre leur identité par la suite, parce que, par exemple, on parlait de la Ligue 2, il y a le cas de Troyes qui a été racheté par le City Football Group. Et le City Football Group, eux, ce qu'ils font, les clubs de leur réseau, c'est qu'ils les appellent au nom ils les associent directement au projet de Manchester City. Donc, il y a le cas à New York et à Melbourne où les clubs sont devenus New York. La question, est-ce que finalement l'Estac ne va pas devenir aussi le Troyes City et perdre de facto son identité et devenir seulement un club? Alors, la géopolitique est un domaine très vaste avec énormément de thématiques. Est-ce qu'il y a dans cette géopolitique et le lien avec le football des thèmes ou des sujets que vous ne souhaiterez jamais traiter? Jamais traiter, non, mais je sais par exemple que les questions autour d'Israël et de la Palestine sont des sujets vraiment sensibles. J'ai pu le voir notamment avec un sujet que j'ai fait moi qui ne concernait pas le football, qui concernait le cyclisme.
C'était sur l'équipe Israel Startup Nation, donc qui a été fondée par un riche homme d'affaires israélo-canadien. Je crois que son nom c'est Adams. Et j'avais fait un sujet là-dessus. Après, moi, j'avais vu par exemple mon Fred se faire sauter parce que je pense qu'il a dû être signalé. Parce que toutes ces questions autour de la question palestinienne ou de la question israélienne, c'est des sujets assez sensibles. Donc, je ne m'interdis pas de les traiter, mais c'est juste que si je les traite, je les traiterai avec la plus grande précaution et je prendrai vraiment du temps pour les traiter parce que je sais qu'en plus sur Twitter, qui est un réseau qui génère beaucoup de réactions très vite, il suffit qu'il y ait une idée mal interprétée et très vite ça peut basculer dans un autre registre. Mais sinon, après, non, je ne m'interdis pas d'autres sujets. Lui non plus, je ne me l'interdis pas, mais c'est juste que j'ai bien vu que quand je parlais de ce genre de sujet, il fallait vraiment être être objectif et mettre beaucoup de sources derrière, parce que sinon ça peut effectivement générer beaucoup de passion et ça peut très vite virer aux insultes. Mais sinon, moi, j'ai pas eu d'autres sujets où il y a eu d'autres soucis à ça. Justement, je vais y venir. C'est vrai que Twitter est un réseau très interactif avec beaucoup de réactions. En règle générale, les réactions ou retweets que vous avez sont plutôt bienveillants ou au contraire, on peut avoir des réactions extrêmement violentes? Non, moi, j'ai pas eu de réaction violente. Parfois, il y avait peut-être des... Bon, c'était plus finalement sur les sujets de l'OM où les réactions étaient entre guillemets les plus violentes, mais je pense que c'était des supporters qui étaient vraiment fans de leur club et qu'on avait un peu assez d'être pris en tenaille par les différentes rumeurs. Mais après, en général, quand on répond de manière bienveillante, tout de suite, ça se passe bien. Après, oui, parfois j'ai des remarques par rapport à des précisions que j'ai pas forcément apportées, mais qui sont apportées dans des articles. Parce que effectivement, le format Fred ne permet pas de tout traiter. Donc après, j'essaye de vulgariser le plus possible. Mais si je vois qu'il y a des situations que je ne peux pas expliquer, je préfère envoyer un article plutôt que de faire une synthèse qui serait qui ferait trop raccourci. Donc c'est vrai que non, sur Twitter, ce qui peut être un réseau parfois violent, moi j'ai pas eu ce genre de retour haineux. D'accord. Et ceux qui like sont plutôt des supporters ou des géopoliticiens? Quand j'ai lancé, c'était plus un réseau universitaire et des journalistes qui s'intéressent plus aux questions foot et politique, donc plus de SoFoot. Et après, non, c'est assez varié parce que mes sujets sont aussi assez variés. Ça dépend un peu des sujets que je traite. Et donc, il y a un peu de tout maintenant avec les 27 000 abonnés. Et c'est vrai que les pics qu'il y a eu, c'est effectivement sur les sujets autour du Brexit, autour de l'OM, quand il y a eu des passages médias à l'after ou que ça soit aussi à l'équipe. Donc non, le public est assez varié et plutôt bienveillant. Et c'est vrai que après les sujets qui marchent le mieux, effectivement, c'est les sujets qui sont très liés à l'actualité et souvent liés à l'actualité du football français, directement ou indirectement. Mais non, c'est assez varié. Donc effectivement, il y a journalistes, universitaires, supporters, plein de monde. On arrive au terme de l'entretien. La tradition, quand je fais les interviews, c'est on inverse les questions. Quelle est la question que vous aimeriez me poser? Eh bien, tout simplement, comment vous est venue cette idée de faire de ces interviews et de faire cette newsletter que vous souhaitez mettre en place? Alors, j'ai toujours été passionné de géopolitique. J'ai voulu en faire un axe fort de l'école parce que j'ai toujours considéré que la connaissance du monde, l'analyse des enjeux allaient être des compétences de manager et je ne me suis pas trompé. Et donc, au niveau de GEM, on a développé tout un dispositif avec des cours, des doubles diplômes, un festival qui va bientôt donc, se dérouler, des notes clés. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, tiens, je vais faire évoluer le concept de ces notes clés pour bien montrer vraiment toute la déclinaison de cette géopolitique et faire en sorte que on voit bien que c'est pour moi vraiment la culture générale du monde moderne. Et mon souhait au travers des interviews, c'est de montrer
Oui, encore une fois, tous les acteurs de la géopolitique, de la sortir peut-être d'une tour d'ivoire ou d'une dimension très académique, et de montrer que on a besoin de comprendre le monde avec différentes grilles d'analyse. Très bien. Voilà. Très bon projet. Merci beaucoup en tout cas pour cet entretien. Merci à vous.